Les tambours résonnent, les voix chantent en yoruba, les danseurs entrent en transe. A première vue, on pourrait croire être quelque part en Afrique de l'Ouest. Peut-être au Nigeria, berceau des Yoruba, ou bien au Bénin, où les cérémonies vaudou suivent des rythmes similaires. Mais non, pas du tout. On dirait bien en croire les bâtiments que nous sommes à des milliers de kilomètres du continent africain. Et tiens, mais ne serait pas el patrón, el periodisto, que se llama Alain Foka, qui saura certainement nous expliquer où nous sommes. Ce véhicule dans lequel je me trouve date de 1958. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose, de 1958. Rutilante, roulant sur ce bord de mer, c'est ça l'image que l'on a de Cuba. Avec naturellement le fameux cigare, le Cohiba. Ici même pour ceux qui ne fument pas, comme moi, il faut le tenir en main parce que c'est le symbole de Cuba qui a marqué les générations. Mais nous ne sommes pas venus ici pour fumer le cigare ou rouler dans ce véhicule qui marque l'histoire de ce territoire. Non, nous sommes venus à la visite d'une île rebelle qui a gardé un lien particulièrement fort avec l'Afrique, qui malgré les années continue de se sentir africaine, tant dans sa tradition, dans ses rites, dans sa religion et dans sa musique. Allons à la découverte de la musique cubaine, comme on dit, mais c'est surtout une musique afro-cubaine qui sait s'exporter et qui est revenue en Afrique sous d'autres formes. Thomas Hollande nous amène à la découverte de cette survivance de la musique africaine à Cuba. Deux continents, une même pulsation. À Cuba, les tambours bata invoquent les orishas dans une cérémonie de santeria. Et au Sénégal, les tambours sabar s'emballent, faisant vibrer les danseurs dans une transe effrénée, guidés par les rythmes transmis de génération en génération. Alors franchement, ne trouvez-vous pas que lorsque l'on alterne ces vidéos, le lien visuel est tout de suite évident? Que ces images sont les fragments d'une culture commune, tissée par des siècles de résistance, de spiritualité et de créativité. Ce lien dépasse les frontières et les océans, mais il commence dans les racines profondes de l'Afrique. D'ailleurs, en Afrique, il n'est pas rare de voir des images rappelant Cuba, sur les fringues de quelqu'un ou bien au détour d'un restaurant. Alors, est-ce que tout ceci n'est qu'une pure coïncidence? C'est durant ce tournage à Cuba que j'allais comprendre que non. Si on voit ça ici, c'est tout sauf une question de hasard. Patria o muerte. La patria mort. Je vous remercie. De las Naciones Unidas en el Congo o asesinado Lumumba. Au XVIIe siècle, l'Europe lance un commerce tristement célèbre sous le nom de traite négrière transatlantique. Les puissances coloniales, l'Espagne, le Portugal, la France et l'Angleterre, organisent le déplacement forcé de millions d'Africains, principalement des régions correspondant à l'actuel Nigeria, Bénin, Congo et Angola. Ces hommes et ces femmes sont envoyés dans les plantations de sucre, de tabac et de café à travers les Caraïbes, notamment à Cuba, mais aussi au Brésil et en Amérique centrale. Avec eux, ils emportent leurs traditions, leurs rythmes et leurs croyances. À Cuba, ces cultures africaines s'entrelacent avec celles des colons espagnols et autochtones. Les Yoruba donnent naissance à la santeria, un système religieux où les orishas, divinités africaines, sont associés aux saints catholiques et où les tambours bata deviennent essentiels dans les cérémonies. Mais ça, je laisse le soin à ma collègue Princesse Assette de vous en parler dans un futur reportage dédié à la spiritualité afro-cubaine. Ce syncrétisme religieux s'étend aussi à la musique. Les rythmes polyrythmiques africains fusionnent avec les harmonies espagnoles pour former des genres comme le son cubano, la rumba et plus tard la salsa aux États-Unis d'Amérique. Je me permets un petit point technique si vous aussi vous avez envie de comprendre de quoi on parle lorsqu'on dit que la musique africaine préexiste dans la musique afro-cubaine. En fait, dans de nombreuses cultures africaines, les percussions ne servent pas seulement à accompagner la musique, elles sont un langage à part entière. Elles structurent les rituels religieux, les célébrations, les rites de passage et même la communication entre villages. La rythmique et la percussion sont l'ossature de toute célébration africaine. Or, lorsque les esclaves sont envoyés dans les Amériques, ils viennent d'un peu partout d'Afrique. Parmi eux, on retrouve les Bantous, principalement issus d'Afrique centrale, de l'Est et australe, et aussi les Yoruba, qui eux viennent surtout du Nigeria, du Bénin et du Togo. Ces peuples Yoruba et Bantous ont joué un rôle fondamental dans la formation des musiques afro-caribéennes. Ces rythmiques africaines se sont préservées et transformées dans les rituels religieux afro-cubains, notamment dans la santeria, où elles sont omniprésentes dans les chants sacrés dédiés aux orishas, les divinités du panthéon Yoruba.
identidad del cubano. Aquí tú sientes una lata y un palo y la gente como que ya se está moviendo. Aquí toda celebración es con música. Vas a limpiar y pones música. Lloras y pones música. Comprendre ce lien profond entre l'Afrique et Cuba, c'est comprendre l'histoire d'une lutte, d'une résilience. C'est expliquer comment la musique est devenue un espace de résistance face à l'esclavage, à la colonisation et aux oppressions modernes. C'est aussi souligner que l'Afrique, les Caraïbes et Cuba ne sont pas seulement des lieux géographiquement liés par la traite négrière, ils sont unis par une mémoire commune, une culture métissée et une quête partagée de dignité et de liberté. En retraçant cette histoire musicale, nous retraçons l'histoire d'un lien indestructible qui dépasse les frontières, les océans, mais surtout le temps. Que en el tiempo de la esclavitud, pienso que también viene de generación, porque cuando los esclavos cortaban la caña, ¿sabes? Ellos la forma de enviar mensajes lo hacían a través de los cantos. Cuando estaban en los cultivos de algodón, cantaban para llorar sus penas. Cuando estamos haciendo cosas religiosas, cantamos para transmitir algún mensaje a lo ancestral. Nosotros creo que sin la música no somos nada, porque todo aquí es con la música. Eso viene de la identidad cubana. También recuerda que fuimos colonizados por españoles y gracias a los españoles fueron los que trajeron los africanos aquí en Cuba. Entonces gracias a esa mezcla surge la cubana, esta sabrosura que ven aquí. En realidad hubo un gran aporte de la música africana a la organología de la música cubana. Hay una amalgama de instrumentos de percusión. Canto al tambor. Habla tambor, repiquetea. Tu magia negra me cosquillea. Prende mi cuerpo tu vibración, tamborileando cualquier canción. Tambor sonoro, bronco tambor, raro misterio, rico sabor. De mis ancestros viene tu voz, sabio es tu toque, santo orador. De África fuiste, tambor de cuero, ahora eres mío, soy tamborero. Yo fui a Togo y yo me impresioné. En el lugar de la ruta del esclavo, yo me emocioné, yo sentí como que en otra vida yo estuve ahí. Hay mucha historia para atrás y pienso que esos lugares son la raíz. El Congo y otros lugares que hay por ahí. De ahí nació toda la cosa de lo que existe ahora de la fuerza del tambor. El tambor es una herencia que existe y de ahí ha salido esos drums que tú ves americanos, de jazz, todo ha salido de esa raíz, de la percusión de esto. Vamos a ver, me voy pa' Congo, me voy pa' Congo, yo sé que te gusta mi rumba, me voy pa' Congo, oye que me voy pa' Congo, oye con tu cigarro, me voy pa' Congo, yo sé que te gusta el bebé, me voy pa' Congo. Eso es pasión. No solamente están presentes tal y cual, se presentan dentro de las culturas, sobre todo las culturas rituales religiosas, la música religiosa de origen africano, sino que además en un poder de síntesis y de transformación forman parte de instrumentos muy importantes en la música cubana, como son también los instrumentos de percusión, la tumbadora, que es un instrumento netamente cubano, o el bongo, o los instrumentos idiófonos que pueden ser las campanas, los cencerros, o las pailas, que también están en varios de los géneros más importantes de la música cubana, las claves. Alors stop, je m'arrête ici quelques minutes parce qu'il est important d'expliquer ce dont il s'agit. En fait, la rumeur raconte que les esclaves africains arrivés à Cuba auraient récupéré du bois provenant des cales de bateaux pour continuer à jouer les rythmes de leur terre d'origine, donnant ainsi naissance à la clave cubaine. Mais c'est quoi une clave? La clave, c'est un motif rythmique cyclique qui sert de repère, une sorte d'ossature autour de laquelle s'articulent les autres instruments. Elle est essentielle car elle définit la structure du morceau et guide les musiciens. En musique cubaine, il existe deux grands types de claves. La clave de son
et la clave de rumba, toutes deux issues des traditions africaines. In traditional rumba, everything starts from the clave. This is the key. It's what keeps everyone locked in time. He's joined by the kata, which plays a shuffle over the top, a bit like hi-hats. Then come the three drums, the quinto, the tres dos, and the tumbadora. These last two play simple rhythms, which on their own aren't that exciting. But joined together though, they interlock and form a melodic groove which the quinto can improvise and solo over. Add the kata into the mix and you're ready to go in. One of the first instruments that man ever had in his hands was a pair of sticks. The original bell. It's left to musicians like Charlie Palmieri to educate Puerto Rican children in their own culture. He gives music lessons after hours in a South Bronx school to preserve their links with the past. To play it as an instrument because this was hung on a cow. And when they wanted to know in the field, the farmer wanted to know in the field where his cow was, he'd listen to the sound of the bell. And then from Cuba, they have a whole stack of rhythms. Cuba has the la rumba, has la guaracha, has the mambo, has cha-cha-cha, it has son montuno, has son, and we're just gonna have to pick one of them out. Let's pick out a rumba. It's an old-fashioned rumba. Les chants de Santeria et les rythmiques des babalao, les prêtres de cette tradition, utilisent ces motifs de clave qui se perpétuent dans la musique populaire cubaine. C'est notamment le cas dans le son cubano. Il repose sur un dialogue entre la clave, la guitare, la contrebasse et les percussions comme les bongos et les maracas. Ce style va évoluer au fil du temps, se mêlant au jazz et à d'autres influences. Dans les années 40 et 50, la musique cubaine traverse les frontières et arrive aux États-Unis. À New York, les musiciens cubains et portoricains vont fusionner le son cubano avec le jazz et d'autres influences afro-caribéennes. Cette fusion donnera naissance à ce que l'on appelle la salsa. Et attention donc à ne pas tomber dans l'erreur. Ne dites jamais à un Cubain que la salsa est cubaine. Elle est une création des musiciens de la diaspora cubaine et portoricaine installés aux États-Unis. She sings about the black roots and rhythms of her music. Celia is salsa's only female star. The Latin music business is still dominated by a macho male mentality, which says that Latin women, apart from Celia, can't sing. Donc parmi cette histoire de musique cubaine, afro-cubaine, il faudrait quand même parler de ce genre-là que vous connaissez bien et qui aura peut-être même fait danser les habitants du Groenland tant elle a fait parler d'elle à travers le monde. Por ejemplo, yo digo que el día que yo me muera, aparte del tema religioso, yo quiero que me hagan una rumba porque yo soy rumbera. Pero la rumba no es religiosa.
La rumba es algo que surgió así, en los solares, en los muelles, en el puerto, que se ponían a tocar lo mismo con un cajón que con una gaveta, cosas así. Y surgió ese género musical. Vinieron a Cuba, entonces ellos como que tenían su domingo que le daban como día de descanso, entonces en esos domingos ellos fomentaban su baile, su ritmo. Y entonces aquí, entre los cubanos y los gallegos, hicieron el ritmo. ¿Por qué? Porque vino de África, pero se implementó con la rumba española. Y entonces formaron un conjunto y salió la rumba. El fundador de los Muñequitos de Matanza, diciendo que su padre era español y que él escuchaba esos cantos. A la la le 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 le. A la 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 la. La 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 la. Mi rumba qué buena. Eso viene de cosas de España también. Hasta el nombre rumba, porque el rumbo le decían a las mujeres de rumbo. Hasta la palabra rumba viene de ahí, porque rumba eran las mujeres de la noche, las mujeres de rumbo. Hasta y los vestuarios del baile español también se utilizaron para la rumba cubana. Es un power muy fuerte, muy tremendo el de Cuba. La palabra rumba viene de España, pero no de la rumba flamenca. Eso pasó después. Rumba es una referencia al vocablo con el cual se calificaba a las mujeres de la llamada vida alegre, a las que se conocía como mujeres de rumbo. Rumbo, que a su vez viene del rombo en el interior de antiguos compases de navegación, encapsulaba la idea de una vida sin fronteras físicas ni morales, llena de libertinaje. En la Cuba colonial, con la palabra rumba se calificó a todo lo que se tenía por frívolo. Por eso la palabra rumba creció en Cuba como sinónimo de fiesta, y no solo de fiesta, sino de fiesta de gente pobre y clase baja. Si te fijas, todo ese tipo de música es creada por negros. Porque los americanos no tienen ninguna música que sea de ellos. Gracias a los negros son los que ponen el jazz. ¿Y de dónde venimos los negros? Venimos de África. Toda la percusión, todos los instrumentos que tienen vienen con influencia africana. Que después fueron evolucionando hasta que la guitarra hoy en día ya las hay hasta eléctricas, no sé qué, pero su trayectoria, todo es de África. Por eso yo digo, por lo menos yo digo que gran parte de la cultura americana, América en el sentido del continente, viene de África. Porque casi todo tiene la influencia africana. Todo. Si escuchas el jazz, es una música hecha por negros. Si escuchas el son, tiene la influencia africana. Si escuchas la rumba, es que casi todo. On a donc parlé de son, de rumba, de salsa. Mais on pourrait en réalité consacrer une série entière dont on ne verrait probablement jamais la fin, tant il y a de styles, de mutations qui ont traversé la musique cubaine. No creo que los géneros y la música pueda entrar en una caja, digamos, cada una con características únicas, sino que ha habido mucho intercambio también entre ellas. Dès les années 1940, la musique cubaine commence à inonder les radios africaines grâce aux disques 78 tours importés par les marins et les commerçants, ainsi qu'aux ondes de stations comme Radio Congo Belge ou Radio Dakar, qui diffusent du son cubano et de la rumba. Cette musique trouve immédiatement un écho auprès des auditeurs. Les similitudes rythmiques avec les traditions africaines, notamment les percussions et la clave, font qu'elle semble presque revenir chez elle.
Bon, la rumba congolaise, elle est basée sur le rythme. Les mélodies, des fois même, se croisent dans la rumba congolaise et cubaine, mais la rumba congolaise est basée sur le rythme. Et l'histoire, en fait, de la rumba congolaise, ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, ça vient vraiment de la forêt avec les pygmées. Donc, il y avait ce rythme où les pygmées tapaient même sur le bois. Le rythme était déjà là. Et au moment même, on faisait les fêtes, il y avait toujours ce qu'on appelle les rythmes de Sakanyonsa, des danses vraiment extraordinaires, que les gens dansaient même sans instrument. Donc, la rumba est née de là-bas. C'est des rythmes qui sont importés du Congo, la rumba congolaise. Donc, moi, je me pose même quelquefois des questions. Est-ce que ce n'est pas des esclaves congolais qui ont été amenés, déportés à Cuba? Les Congolais, musiciens congolais, se sont inspirés effectivement sur la salsa. Parce que à chaque fois, on écoutait la salsa cubaine, ça a inspiré pour créer les mélodies. Le rythme était là, mais pour créer des mélodies, c'est comme ça. Il y a Papa Wendo, qu'on considère comme le papa de la musique congolaise, de la rumba, qui avait sa guitare. C'est lui qui a commencé à jouer avec sa guitare. Quand tu écoutes les Cubains, ils chantent la salsa. Moi, je n'ai pas cherché à apprendre la salsa. Quand j'écoute la salsa, c'est comme si je sentais ma musique. C'est inné, quoi. Oui, ça vient de l'Afrique. Ouais. C'est vite fait. Je ne cherche pas à apprendre ça. En 1950, un entrepreneur grec installé au Congo belge monte un des premiers labels de rumba congolaise, Opika, suivi par les frères Papa Dimitriou qui lancent l'Oningiza. Cela témoigne de la ferveur musicale qui anime l'ancien Congo belge et en particulier la capitale, Léopoldville, devenue plus tard Kinshasa, dont la radio diffuse ses enregistrements dans toute l'Afrique. Et alors que la rumba est en plein essor, le destin fera que l'histoire et la politique, elles aussi, ouvrent un nouveau chapitre de relations entre Cuba et l'Afrique, avec notamment l'arrivée de Fidel Castro et Che Guevara au pouvoir. Il y aura un rapprochement très fort entre le gouvernement de Fidel Castro et les gouvernements africains de cette période qui viennent pour la plupart de devenir tout juste indépendants. Or, lorsqu'il y a des rapprochements politiques entre des pays, cela s'accompagne souvent de rapprochements culturels. Plusieurs dirigeants africains souhaitent marquer le coup de ces rapprochements en envoyant des orchestres fonder des projets musicaux avec Cuba, puisque non seulement Cuba représente la liberté, la révolution face à l'impérialisme des grandes puissances, mais qu'en plus cette musique cubaine rappelle à toute l'Afrique ses racines. Il y a donc instantanément l'envie de créer une fusion, un rapprochement politique et musical entre ces deux parties du monde. La bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas. Tout comme les révolutionnaires africains, Cuba aspire à une véritable indépendance. Si aucune action n'est engagée, ce qui est arrivé à Lumumba peut se reproduire n'importe où. Fidel Castro décide que Cuba ne peut pas rester les bras croisés. Che Guevara effectue un voyage de 2 mois en Afrique, afin de savoir comment aider les mouvements de libération sur place. Nous sommes en train de construire le socialisme sur notre terre et mettons notre petit grain de sable au service de la grande inspiration de l'humanité. Les apparitions publiques du Che cachent le vrai but de sa mission en Afrique. Les bases de l'engagement cubain en Afrique sont jetées lors de réunions secrètes avec les différents chefs des mouvements de libération du continent. Mais c'est sur la rébellion lumumbiste que le Che fonde ses plus grands espoirs. Résultat, la musique afro-cubaine devient une sorte de symbole de résistance et d'identité, bouclant la boucle entre l'Afrique et ses héritages diasporiques. Et c'est à la fois l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest qui se réapproprient cette musique qui leur parle, puisqu'en réalité, elle n'est que le fruit d'une histoire façonnée par leurs grands frères respectifs. En commençant avec un morceau congolais qui aura marqué cette histoire-là à jamais, Indépendance Tcha-Tcha, composé par le Grand Calais et l'African Jazz en 1960, devenu l'hymne des indépendances africaines, notamment du Congo. Lorsque nos politiciens congolais sont allés en Belgique pour la négociation, l'accession du pays à l'indépendance, M. Thomas Kanza
qui était le premier Congolais de Kinshasa, qui est allé étudier en Belgique. Il a réfléchi, il dit, quand nos politiciens vont venir ici, il faut qu'il y ait un orchestre pour agrémenter les soirées dansantes de nos politiciens. Après avoir discuté à la table ronde, négocié avec les Blancs, le soir, pendant les loisirs, ils étaient dans l'hôtel Plaza et nous, on jouait le soir. Il y avait un grand coin, bar dancing. Ils venaient s'amuser pour réfléchir, se rafraîchir aussi. Les politiciens sont partis chercher l'indépendance et nous avons démontré aux Européens que l'indépendance était arrivée pour nous aussi les artistes. C'est pas là, on avait fait la chanson indépendante tcha-tcha. Cette chanson, empreinte de rythme cubain, devient la figure d'un hymne panafricain à travers toute l'Afrique. Vous pourrez peut-être l'entendre au détour d'un mariage congolais, d'un restaurant à Dakar, ou même dans Archives d'Afrique du père Alain Foka. Mais Indépendance Tcha-Tcha, l'ascension de la rumba congolaise, n'est pas un cas isolé. Et c'est précisément ça qui est passionnant lorsqu'on retrace le lien musical entre Cuba et l'Afrique. On retrouve ce genre d'histoire à travers quasiment tous les pays d'Afrique. Comme par exemple le pays de la teranga, le Sénégal, où j'ai rencontré Yaria Fall, une légende de la guitare sénégalaise, qui peut nous raconter mieux que quiconque cette histoire musicale entre Cuba et l'Afrique. On a reçu cette éducation-là, parce que les dimanches, d'habitude, et les samedis, il y avait les disques des auditeurs, les soirées dansantes. Et au niveau de la RTS, il n'y avait que des vinyles de morceaux cubains. Donc là, c'était les grands orchestres. À l'époque, c'était des bandes, quoi. Tu avais le Star Band, tu avais l'orchestre Baobab, tu avais le Icaz Jazz, tu avais les Royal Band de Jazz, les Jeff Joel de Jazz. Et tous les jours, au-delà même des week-ends, c'est tous les jours de la musique afro-cubaine. Avec le Miami, c'était un club, un disco, qu'un certain Ibra Kassé dirigeait. Donc c'était lui qui enregistrait beaucoup de musiciens sénégalais à l'époque, qui étaient beaucoup plus dans la musique salsa, afro-cubaine. Et avec lui, donc là, ils ont un peu révolutionné la musique avec les influences cubaines et les rythmes sénégalais, quoi. Et ça a fait un bon mix. C'est ce qui a amené le Star Band, le Star Number One, surtout l'orchestre à Baobab. De Miami, tous les grands musiciens, tous, sans exception, sont passés par là. C'était pas une grande boîte, hein, c'était une petite boîte de nuit qui était fréquentée par la haute société. C'est à partir de cette boîte-là que j'ai commencé à jouer des tonalités plus ou moins sénégalaises. Et je faisais sur les guitares un peu de rythme, de sabar, avec une pédale wawa, ce que je faisais. Parce que ça, c'est ce que je faisais avec la pédale. C'était du mbalax, ça. Et Kassé est allé chercher le tama. Il a été le talking drum. Il a été le premier à introduire. Quand il a vu ça, il a senti que ça, déjà, comme il voyait les gens danser, il fallait qu'il mette encore quelque chose là. Il a ajouté le tama là-dessus. Même la salsa, quand tu regardes les gens danser de la salsa, ils peuvent de manière, comme tu as dit tout de suite, avec le Congolais et la rumba et les Cubains, ils le font. Tu sens cela, tu le sens. Tu sens à travers la musique afro-cubaine, tu sens qu'il y a un rythme sénégalais, un rythme africain. Mais nous, on choisit nos rythmes dans cette musique-là. Soit c'est une musique congolaise, soit c'est un rythme congolais, soit c'est un rythme sénégalais. Et paradoxalement, moi, bizarrement, je suis allé à Cuba. Nous étions à l'hôtel national. On était invités par le gouvernement cubain. Il y a un ancien ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Felipe. Il nous avait invités lors de la révolution cubaine. Il y avait même Fidel Castro. Nous étions là-bas. Vous avez vu Fidel Castro? Ah oui, on lui a serré la main. Moi, je lui ai serré la main. Moi, quand il m'a serré la main, il m'a dit, bueno, j'ai failli exploser de joie. Et puis, c'était lourd. C'était lourd pour moi. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo o
cobre o diamante o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. En vérité, j'ai utilisé le Sénégal et la RDC comme exemple, mais cette histoire est déclinable sur une multitude de pays africains. Comme au Mali, où un groupe devenu célèbre, Los Maravillas du Mali, ont été envoyés à Cuba en 1964 dans le cadre d'un échange culturel entre le Mali et Cuba, soutenu par la politique de coopération de Modibo Keïta, l'ancien président du Mali, qui cherchait alors à renforcer les liens avec le gouvernement révolutionnaire cubain de Fidel Castro. Las Maravillas de Mali. C'était fait à Cuba. À Cuba, ça? À Cuba. C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique. Fidel, il est venu vous voir. Il est venu comme ça vers 2h du matin. En fait, c'est le Tché qui a fait l'interprète. Qui a fait l'interprète. Ah ouais, ouais, nous. Et là, le premier groupe africain afro-cubain était né. Et ce groupe d'étudiants maliens devient tout d'un coup l'emblème des relations entre Cuba et l'Afrique. J'avais beaucoup de cheveux, mais les cheveux ont fait comme ça. Ça a été une explosion dans le monde, et particulièrement en Afrique. Au revoir. Ce que nous vous avons raconté ici, c'est l'histoire d'un cercle sans fin, celle d'une musique née d'un arrachement, devenue un langage commun, un pont jeté entre deux rives. L'Afrique a façonné les rythmes de Cuba. Cuba les a réinventés, les a renvoyés à l'Afrique, qui les a transformés à son tour. Et ainsi, depuis des siècles et des siècles, ces sons voyagent, rebondissent, se métissent, sans jamais perdre leur souffle. Mais ce n'est pas qu'une simple histoire de notes et de danse, non. C'est une histoire de mémoire. Une mémoire qu'on croyait perdue dans des fonds de cale, des bateaux négriers, mais qui a survécu dans un battement de tambour, dans un cri lancé au ciel, dans les pas d'une rumba, d'un cymbare, d'un son. Aujourd'hui encore, cette musique ne connaît pas de frontières. Elle vit à La Havane comme à Dakar, à Kinshasa comme à Matanzas. Dans les mariages, les balles, les poussières, les sound systems, les fêtes de quartier, peut-être le rap, le hip-hop, les sons de trance, de drill. Elle continue de nous rappeler à chaque tempo que malgré l'histoire, malgré les océans, malgré l'arrachement, le fil n'a jamais été rompu. Et peut-être que c'est ça au fond la plus belle des victoires, que les tambours de Cuba et d'Afrique ne jouent plus l'écho d'une douleur, mais la promesse d'une fête commune, d'un avenir partagé. Parce que tant qu'il y aura des mains pour frapper la peau des tambours, tant qu'il y aura des voix pour chanter les mêmes mélodies sous des cieux différents, tant qu'il y aura des corps pour danser sans demander d'où vient le rythme, alors cette conversation entre deux continents ne s'arrêtera jamais. Deux continents, un même peuple, séparés par un océan, mais finalement à jamais unis.